Ça va faire 100 jours demain que Trump a été assermenté. Donc, il est devenu président des États-Unis. 100 jours plus tard, on peut dire que ça a été un peu sur les chapeaux de roue, pour ne pas dire en montagne russe. Depuis 100 jours, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des problèmes de déportation, d'expulsion de migrants, problèmes avec les marchés, problèmes avec les gouvernements étrangers, négociations. On voulait des baisses d'impôts financées à même les tarifs. On a expulsé des gens qu'on ne devait pas expulser. Là, 2 enfants citoyens américains qui ont été expulsés. On a arrêté une juge. Incertitude mondiale, incertitude sur les marchés, mais pas seulement en termes de sécurité aussi. On devait mettre fin au conflit en Ukraine. On ne l'a pas fait, mais on semble très près de simplement se retirer de ce pays. Au Moyen-Orient, on devait régler les choses. Bien, finalement, c'est toujours pas réglé. Je le disais, c'est compliqué, c'est sur les chapeaux de roue, mais il y a une question qui nous a occupés depuis les 100 derniers jours. Où est l'opposition? Où sont les garde-fous? Où sont les démocrates pour mettre des bâtons dans les roues du président? En même temps, il a tous les pouvoirs au Congrès. Il a les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, a nommé plusieurs juges aussi. Pour en parler, Charles C. Adams Jr., avocat, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande et démocrate. Monsieur Adams, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous 100 jours plus tard? Eh bien, écoutez, c'est une catastrophe, une totale catastrophe. L'Amérique se dirige vers un État autoritaire, totalitaire. On est plus ou moins là où on était de l'Allemagne en 1933. Et je crains que cela n'aille en s'accélérant. Alors, vous demandiez pourquoi les démocrates n'ont-ils pas davantage réussi à réagir? La réalité des choses, c'est que le démocrate ne contrôle rien du tout, ni l'exécutif, ni le judiciaire, ni le Congrès. La stratégie des démocrates consiste à attendre que l'avion se plante du nez et que tout explose. Ouais, et si là, tout explose, M. Adams, ça va faire beaucoup de dégâts, pas juste dans l'avion. Il y aura beaucoup de dégâts, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a les premiers indices d'une véritable résistance qui s'établit, non pas au niveau du Parti démocrate ou de ses structures, mais au niveau du peuple. Parce que le peuple, les 20 ou 30 millions qui ont voté Trump parce qu'ils croyaient à son baratin, que l'économie serait florissante, que le prix des œufs allait baisser, que tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes, ben, ils l'ont gobé. Ouais, on voit la satisfaction là, qui est à 41 % selon un sondage de CNN. Voilà, et 39 selon celui du Washington Post, et ça va continuer. Alors, que va-t-il se passer? À mon avis, avant même les élections du midterm en novembre 2026, il y aura 3 possibilités. Soit les républicains du Congrès vont se pousser une épine dorsale parce que leurs propres électeurs, lorsqu'ils s'en retournent dans leur circonscription, dans l'Iowa ou dans l'Arkansas, leur jettent des tomates à la figure en leur demandant « faites quelque chose parce qu'on vit une vie de merde ». Et les républicains s'alignent avec les démocrates et on lance une énième procédure d'empêchement contre Trump. Oui, ça c'est une possibilité. J'y accorde une probabilité de 20%. OK. Ou bien alors, il y a carrément une insurrection populaire. C'est la prise de la Bastille, comme en 1789 en France. Un autre 6 janvier ou un 6 janvier plus général, plus organisé? Il faudra que le leadership sorte du peuple. OK. Il faudra qu'il y ait un Jean Moulin ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui sera le premier des fermiers dans l'Iowa à prendre sa fourche et à dire « Allez, on y va tous ». Et 10 000 Américains avec des fourches vont charger la Maison-Blanche pour dégager son titulaire. Ça, vous pensez que ça va arriver? Là, je donne 35% de chance. Quand même. Ou alors, toujours encore les élections du midterm, les États-Unis du Pacifique, c'est-à-dire Washington, Oregon, Californie, Nevada, Nouveau-Mexique et Hawaï,
déclarent leur sécession des États-Unis. Les États-Unis de l'Atlantique, c'est-à-dire toute la côte est du Maine jusqu'en Caroline du Nord, idem, on se tire, ce qui laisse aux pauvres bougres du Michigan, du Wisconsin, du Minnesota, d'autre choix que de rejoindre le Canada. C'est pas vrai, là. Et bonne chance et good night à tous les autres. Et là, ce n'est pas complètement inconcevable. Ah non? Et entre-temps, le Canada fait acte d'union avec l'Union européenne. Mais là, c'est parce qu'on dirait que on dirait que c'est gros, que c'est énorme, ces scénarios-là sont... Qu'est-ce qui réalistement risque d'arriver, vous pensez? Personnellement, je doute qu'on en arrive aux élections du midterm en 2026 avec le statu quo actuel. Il va se passer quelque chose de lourd. Wow. Et oui, déjà, dans ces 100 jours, Trump aura trouvé la manière de faire de sorte que le Canada, aujourd'hui, aura voté d'une manière totalement différente de ce qui avait été prévu il y a 3 mois. Tout ça, c'est grâce à, ou la faute de, Ou à cause, ouais. Trump. Trump, avec toute son histoire d'insultes de 51e État, etc., la logique, by the way, voudrait que comme la superficie du Canada est supérieure à celle des États-Unis, c'est les États-Unis qui devraient devenir la 11e province du Canada. Ouais, une étape à la fois, M. Adams. Ceci dit, on va voter, nous, aujourd'hui. On va avoir notre résultat. Puis, ben, écoutez, je prends note de vos scénarios. Je suis un peu éberlué, mais en même temps, on va pouvoir continuer d'en parler, de suivre ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Merci beaucoup, M. Adams, d'avoir été là. Ben on en reparlera. À très bientôt. Au plaisir. Merci.